Oui, bonjour Pascal, merci. Effectivement, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, est notre invitée ce matin. Bonjour Muriel Pénicaud. Bonjour. Il y a beaucoup d'actualités pour vous aujourd'hui. On va dire un mot justement de cette décision sur l'affaire Tapie et sur le sort du PDG d'Orange, Stéphane Richard. S'il est condamné, est-ce qu'il doit effectivement remettre sa démission et ne plus être patron d'Orange ? Alors, j'ai été, moi, au conseil d'administration d'Orange, donc je connais assez bien cette entreprise. Avant même de parler de l'aspect judiciaire, je voudrais dire que Stéphane Richard, sur le plan social, sur le plan de l'innovation, fait un très bon travail de dirigeant. Ensuite, c'est la justice qui va se prononcer. Et évidemment, s'il y a une condamnation, il y a des conséquences. Mais je voudrais dire aussi que, voilà, il y a un... Vous lui rendez hommage, mais on ne sait pas s'il sera encore en poste. Écoutez, on tiendra compte de la décision de justice. Autre décision de justice, décidément, il y a beaucoup de judiciarisation de la vie politique, c'est celle concernant les ordonnances Pénicaud, les ordonnances qui ont modifié considérablement la manière dont on peut se séparer d'un salarié, en tout cas de la manière dont on connaît le coût par avance de ce que coûte le licenciement d'un salarié sans faute réelle et sérieuse pour le licencier. Ça s'appelle le barème. Il faut expliquer que désormais, toutes les entreprises, notamment les petites entreprises, c'est important pour elles, savent combien ça coûte de se séparer d'un salarié au maximum. Et donc ça a libéré, j'ai envie de dire, ça a libéré la décision d'embauche. C'est ce que vous disent d'ailleurs les petits patrons, je crois. Or là, peut-être que la Cour de cassation va casser votre barème. Alors oui, le fait, dans les ordonnances, il y a beaucoup de choses. Un des aspects, c'était ces barèmes au prud'homme qui permettent aux entreprises, notamment les petites, d'avoir une visibilité. Et c'est vrai que ça a beaucoup libéré la confiance dans le fait d'embaucher. Ceci dit, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel se sont déjà prononcés sur ce sujet qui est est-ce que ces barèmes prud'homaux sont compatibles avec les règlements de l'Organisation internationale du travail. C'est le tour de la Cour de cassation de se prononcer, ça sera le 17 juillet, donc nous attendons la réponse de la Cour de cassation. Est-ce s'il supprime ce barème, ce plafond, si je puis dire, d'indemnisation, est-ce que ça met par terre, je veux dire, est-ce que ça ruine votre travail que vous avez fait l'an dernier, il y a 1 an et demi, sur les ordonnances ? Écoutez, moi pour l'instant, je m'en tiens à ce qui est avéré, position du Conseil d'État, position du Conseil constitutionnel, nous verrons le 17 juillet. Oui, mais la Cour de cassation dira peut-être autre chose. Eh bien, nous verrons. Et quand vous vous déplacez dans toute la France, les patrons vous disent merci parce que grâce à vous, on sait combien coûte un éventuel licenciement. Et donc, on n'a plus peur d'embaucher, au fond. Disons qu'en économie, la psychologie, ça compte. Bien sûr. Le fait d'avoir confiance, parce qu'il y a des règles claires, ça contribue, et c'est pour ça qu'on a fait ces barèmes. Mais il n'y en aura peut-être plus demain. Le 17 juillet, on vous réinvitera. Alors, il y a une autre mesure, enfin une autre grande réforme que vous portez, c'est celle de la réforme de l'indemnisation du chômage. Or, il y a, cette semaine, j'ai vu, l'INSEE qui révèle que 1,2 million de Français potentiellement peuvent être impactés par votre réforme, peuvent avoir des indemnités chômage plus faibles, 1,2 million de personnes. C'est pas ce que vous nous aviez dit. Vous nous aviez dit 250 000 personnes. Alors, c'est pas l'INSEE, c'est l'UNEDIC. Oui, l'UNEDIC, pardon. Mais l'UNEDIC, qu'est-ce que dit l'UNEDIC ? L'UNEDIC ne projette pas les effets de la réforme. L'UNEDIC parle d'aujourd'hui, mais ne tient pas compte des changements de comportement qui sont induits par la réforme. Pourquoi on fait cette réforme ? En mettant le paquet sur l'accompagnement des demandeurs d'emploi, sur la formation, avec des règles d'indemnisation plus justes, plus équitables. Vous changez le calcul. On change. Il faut maintenant 6 mois au lieu de 4 mois, sur une période plus courte, de 24 mois. Voilà. De 2 ans. Mais du coup, pourquoi on change ça ? C'est pour que, au moment où on crée beaucoup d'emplois, on adapte les règles à une dynamique d'emploi qui est très forte. Vous savez qu'on a créé 470 000 emplois en France, net, depuis 2 ans, 93 000 au premier trimestre, et une entreprise sur 2 cherche et ne trouve pas des ressources. Donc, il faut que nos règles d'assurance chômage s'adaptent à ce contexte. En même temps, les entreprises embauchent de façon beaucoup plus courte. Il faut inciter les chômeurs à accepter les offres d'emploi. Oui, enfin, il faut aussi que les entreprises fassent leur boulot, et c'est d'où le bonus-malus. Il faut aussi qu'elles soient responsables et qu'elles arrêtent d'embaucher 9 fois sur 10 en contrat très court. Ce n'est pas un bon marché du travail si on embauche les personnes qu'en contrat très court. Comment on peut vivre si on n'a pas de manière de se projeter au-delà de la semaine ? Comment on peut avoir un loyer ? Comment on peut avoir une vie de famille, une vie personnelle, alors qu'on ne vous propose que des contrats courts. Donc c'est une réforme qui prend tous les aspects en question. Nous, lorsqu'on a fait les estimations, avec les comportements induits, nous on pense qu'au maximum il y aura 600 000 personnes concernées, mais on va créer
on va permettre à 150 à 250 000 personnes de retrouver un travail. Le but de cette réforme, c'est de permettre à plus de nos concitoyens de retrouver un travail, et un travail qui soit stable, qui soit durable, qui ne soit pas un... Alors c'est un pari, mais en même temps, ce que nous dit l'UNEDIC, c'est que, toutes choses étant égales par ailleurs, non, la réalité de cette réforme, c'est de baisser l'indemnisation du chômage pour 1,2 million de personnes potentiellement. Non. L'UNEDIC ne dit pas ça. L'UNEDIC dit sans prendre en compte les effets de la réforme. Mais c'est ça. Donc, oui, mais si on fait une réforme qui n'a pas d'effet, ça n'a pas de sens. On fait évidemment une réforme pour qu'elle ait des effets pour l'emploi et contre la précarité. Le pari, c'est qu'il y ait moins de chômeurs, parce que les entreprises auront fait plus d'efforts et que les chômeurs aussi auront fait plus d'efforts, et que donc, il y ait moins de chômeurs indemnisés. Plus d'efforts, c'est des règles logiques. Vous savez qu'une personne sur 5 qui est au chômage touche plus aujourd'hui en entrant au chômage que quand elle travaillait. Bon, ça, c'est le bon sens. C'est absurde. C'est d'ailleurs décourageant pour les autres personnes qui travaillent. Et en plus, le demandeur d'emploi, le demandeur d'emploi, c'est pas lui qui fait les règles. C'est pas les demandeurs d'emploi qu'il faut incriminer, c'est les règles. Et donc on fait notre travail de responsabilité, qui est de faire des règles qui soient plus justes et qui incitent les employeurs à faire de l'emploi moins précaire et tout le monde à aller vers le travail. On dressera le bilan dans quelques mois pour savoir effectivement si ça a permis de baisser le chômage ou au contraire si ça a pénalisé les chômeurs en baissant leurs indemnités. Vous savez pourquoi je suis confiante ? Parce qu'on ne fait pas que l'indemnisation. On fait la responsabilisation des employeurs et puis surtout, on met des moyens inédits. Il y a 4000 personnes de Pôle emploi, dont 1000 de plus, mais 4000 qui vont être face aux demandeurs d'emploi en plus qu'aujourd'hui, qui vont les aider dès le premier mois, avec 2 demi-journées où ils vont les accompagner. On met des moyens de formation énormes, des moyens d'accompagnement énormes. Et je pense que, vous savez, les demandeurs d'emploi, ce qu'ils veulent, c'est un travail. Et nous, le but, c'est qu'ils trouvent un travail. Toute la réforme est basée là-dessus, donc je suis confiante qu'on va progresser. Alors, un autre combat, c'est évidemment l'égalité des salaires femmes-hommes. Déjà, les grosses entreprises, plus de 1000 salariés, devaient publier leur index de l'égalité salariale. Vous allez baisser ce seuil aux entreprises de plus de 250 salariés. C'est pour quand, ça ? Alors, les entreprises, la loi Avenir Professionnel a prévu que les entreprises de plus de 250 salariés, ça sera pour le 1er septembre. Il y a beaucoup de médias d'ailleurs. On va regarder de près. Et parce qu'il y a encore un peu de travail à faire aussi dans les médias. Et il y a, on a plus de 1000 salariés, donc on a déjà cet indicateur. Oui, vous c'est déjà, je sais, je les connais tous. Bon. Et au 1er mars de l'année prochaine, ce sera les entreprises de plus de 50 salariés. Mais je voudrais dire qu'on peut être fier, et je vais vous raconter une anecdote. Samedi, j'étais à Bâle, à Bâle en Suisse, et il y a un rendez-vous qui s'appelle le Global Summit of Women. C'est les 1000 femmes entrepreneuses et dirigeantes dans le monde. J'ai présenté la réforme de la loi Avenir Professionnel, notre index de l'égalité. Standing ovation, ça venait de 70 pays. Standing ovation, ça veut dire on vous a applaudi en se mettant debout. Oui, c'est pas moi qu'on applaudit, c'est la France. Et la France a été applaudie. La délégation des 70 femmes était super fière. Pourquoi ? Parce qu'on a la loi la plus avancée dans le monde. On va y arriver. Aujourd'hui, c'est pas vous qui avez fabriqué le t-shirt, on l'a fabriqué pour vous. En France, made in France, par une société française qui fait du beau travail textile. D'accord. Donc, et alors, ce qui est important, c'est que désormais aussi, vous allez, comme dans d'autres secteurs, pratiquer ce qu'on appelle le name and shame. Ça veut dire nommer les entreprises qui ne respectent pas finalement le rattrapage progressif des salaires des femmes. Oui, et aussi nommer celles qui sont les meilleures. Aujourd'hui, sur les entreprises de plus de 1000 salariés, donc qui ont déclaré au 1er mars, il y en a 16% qui sont en alerte rouge, c'est-à-dire vraiment très mauvaises sur l'égalité des salaires, c'est-à-dire qui ne respectent pas à travail égal, salaire égal. Et comment on peut les connaître, celles-là, les 16%? On va sur le site du ministère du Travail ? Oui. Et on identifie les entreprises. Toutes les entreprises doivent publier leur index. Et ça, c'est très intéressant parce que quand on publie l'index, vous avez 3 effets. 1, vous voulez attirer des gens pour venir dans votre entreprise. Les jeunes et les moins jeunes, femmes et hommes, maintenant, ils vont regarder l'index en disant « mais je ne vais pas entrer dans cette entreprise du 19e siècle ». Donc les femmes qui nous regardent ce matin peuvent aller sur le site du ministère pour voir les hommes aussi, n'allez pas dans une entreprise ringarde qui ne respecte pas l'égalité homme-femme. Donc, je pense que l'effet réputationnel est important. Et moi, je vois beaucoup de dirigeants d'entreprise. Et maintenant, ils disent nous, tant qu'à faire, puisqu'on est obligé, on veut être les meilleurs, parce que ça va être un argument pour attirer chez nous. Et puis, inversement, la queue du peloton, il y aura des sanctions très fortes. Il y a le name and shame, mais il y a aussi des sanctions financières très fortes. Mais je pense que la grande partie des entreprises vont progresser par le fait de cet index. Et je pense qu'on peut être fiers d'être français et françaises sur ce sujet. Alors, la méthode Pénicaud de dénoncer aussi ceux qui ne respectent pas les règles va valoir aussi bientôt pour le travail illégal. Vous allez aussi publier bientôt le nom
des entreprises ou des secteurs, surtout des entreprises, qui utilisent trop de travailleurs de manière illégale, aussi de travailleurs détachés sans les déclarer, j'imagine. C'est pour quand, ça? Alors, d'abord, je voudrais dire que ma méthode, c'est pas le name and shame. Ça, c'est un. Vous aimez bien le name and shame, quand même. On en a souvent parlé ensemble. Moi, je crois aux approches où on met tous les moyens pour réussir un objectif important. L'égalité homme-femme, c'est une obligation, une transparence, une responsabilisation, du dialogue social, du name and shame et des sanctions. C'est un ensemble. Pareil, pour le travail illégal, donc je présidais au nom du Premier ministre la Commission nationale de lutte contre le travail illégal. Ça, c'était hier. C'est hier. Tout le monde s'y retrouve. Donc il y a l'inspection du travail, il y a l'URSSAF, les services fiscaux, il y a Tracfin, il y a la MSA, il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a la justice, il y a les transports. Enfin, tout le monde est là. C'est très interministériel. Dénoncer, trouver, identifier les travailleurs illégaux. Vraiment, il y a un travail commun. Aujourd'hui, 30% des contrôles pour lutter contre le travail illégal se font déjà ensemble. On a décidé, dans le nouveau plan pour les 3 ans qui viennent, de passer à 50%. Pourquoi? Parce qu'il y a le travail dissimulé, mais il y a aussi des véritables filières organisées. Il y a même des filières de traite des personnes humaines. Et il faut, pour ça, il faut y aller ensemble. Parce que peut-être que c'est les services fiscaux ou des douanes qui vont trouver la piste, ou l'URSSAF, ou l'inspection du travail. Mais très souvent, les fraudeurs, ils sont organisés sur tous les plans. Eh bien, nous, on va être encore mieux organisés qu'eux. On va d'ailleurs, depuis la loi antifraude et la loi avenir professionnel, pouvoir partager les données. Donc là, on est en train de connecter toutes nos données. On va faire du travail ciblé. Et je pense qu'on va faire de grands progrès dans ce domaine-là. Vous allez aussi publier le nom des entreprises. Dans la loi avenir professionnel, on a prévu que les entreprises qui seraient condamnées avec des circonstances aggravantes parce qu'elles utilisent du travail illégal ou de la fraude au travail détaché seraient publiées. Et donc, ça compte beaucoup parce qu'on responsabilise aussi les donneurs d'ordre. Vous savez, c'est souvent le sous-traitant du sous-traitant du travail illégal. Bien sûr. Et l'effet, c'est que c'est des conditions sociales désastreuses pour les salariés, mais ça nuit aussi à la concurrence. L'artisan, le commerçant, l'agriculteur, la petite entreprise, comment elle peut lutter? Donc, on le fait pour des raisons sociales, pour des raisons économiques. Et puis tout ça, c'est des contributions sociales et fiscales qui ne rentrent pas dans la solidarité, qui doivent y rentrer. Alors, on est très résolus et j'étais très encouragée hier parce que j'ai vu vraiment tous les services, tous les organismes de contrôle. Tout le monde augmente ses contrôles. Moi, j'ai doublé le nombre de contrôles de l'inspection du travail. Tout le monde est très motivé et je pense qu'on va avoir des grands résultats. Alors, avec ces contrôles, vous les avez doublés, effectivement. Il y a le travail illégal, mais il y a aussi le travailleur détaché qui n'est pas forcément illégal, hein, je le rappelle. En revanche, il est en hausse de plus 14% l'an dernier. Comment ça se fait? Alors, il y a, effectivement, dans la lutte contre le travail illégal, on lutte aussi contre l'abus du travail détaché. Quand il est fait dans les règles... Plus 14% l'an dernier. Alors, plus 14%, c'est-à-dire... Vous parlez des artisans et tout, ils sont très concernés par ça. C'est 518 000 personnes qui sont venues en moyenne quelques semaines. Enfin, pas personne, c'est la moitié de personnes, mais 518 000 contrats. C'est beaucoup. Et pourquoi ça a augmenté? Pour 2 raisons. La première, c'est que maintenant, il y a une obligation de déclaration en plateforme et des sanctions lourdes si vous ne déclarez pas. Donc, et ça, on l'a fait avec la directive détachée et la transposition qu'on a fait dans le droit français il y a quelques mois. Et du coup, ça révèle plein de choses qui étaient cachées, qu'on ne voyait pas. Tout le monde en voyait autour de soi. C'est pas que le travail détaché est en hausse, c'est qu'on le perçoit, on le contrôle mieux. Il y a une partie, c'est parce qu'on le voit mieux. Et une partie parce qu'on est en pleine embauche, je le disais, dans le pays. Une entreprise sur 2 cherche du monde. Si elle ne le trouve pas, eh bien, la solution légale, si elle ne l'a pas trouvé, c'est de prendre un travailleur détaché. Et donc ça reboucle avec ce que je disais sur l'assurance chômage, sur la formation, sur l'apprentissage. Plus on investit pour permettre aux jeunes d'avoir un apprentissage, aux demandeurs d'emploi d'avoir une formation et de trouver un emploi, eh bien, moins on a besoin de travail détaché. Donc tout ça va ensemble pour plus d'emplois en France et, si possible, qu'on ait moins recours au travail détaché et en tout cas qu'il soit parfaitement légal quand on le fait, c'est-à-dire à travail égal, salaire égal. Alors vous parliez des jeunes, il y a un chiffre incroyable, 2,5 fois plus d'accidents et de morts chez les jeunes au travail que chez les plus anciens. Pour quelle raison? Il y a une campagne qui vient d'être lancée par l'INRS, je crois, qui est un des services du ministère, qui s'appelle « Mortel ton taf » pour sensibiliser les jeunes travailleurs aux dangers du travail, notamment utiliser son téléphone portable, c'est comme sur la route, hein, dans des cas où c'est pas du tout recommandé. Il y a du stand-up, c'est fait pour les jeunes, avec notamment Inès Reg, hein, qui fait partie de la troupe de la comédie Jamel Comedy Club. C'est vrai qu'il y a plus de jeunes, plus d'accidents de travail pour les jeunes. Il y a beaucoup trop encore d'accidents au travail en France. C'est 488 000 accidents du travail l'année dernière. 488 000 accidents de travail sur une année. Sur une année. Et vous me racontiez en coulisses que tous les jours, on vous rapporte les cas d'accidents du travail et que c'est terrible. Non, j'ai demandé qu'on me rapporte personnellement tous les cas d'accidents mortels. Et
mais aujourd'hui, on a trop d'accidents de travail. On veut travailler là-dessus avec les partenaires sociaux. Et il y en a beaucoup chez les jeunes. Il faut savoir qu'une grande partie des accidents du travail, il y en a beaucoup aussi sur le trajet. Et là, c'est le téléphone portable, souvent, le trajet domicile-travail. Mais il y a aussi trop d'accidents du travail. Alors, il y a des professions qui font un travail de fond là-dessus. Je pense au BTP, au bâtiment, qui fait vraiment un travail de fond là-dessus. On a encore du travail à faire avec toutes les professions pour aller beaucoup plus loin sur ce sujet. Et c'est une des prochaines réformes sur la prévention et la santé au travail. Alors, une autre réforme, c'est pas la vôtre cette fois-ci, pour une fois, c'est celle de votre collègue Agnès Buzyn, la réforme des retraites. La semaine prochaine, le 18 juillet, le lendemain de la décision de la Cour de cassation, Jean-Paul Delevoye présentera ses recommandations pour la réforme des retraites. Et la réforme des retraites, c'est pour quand? Est-ce qu'elle aura vraiment lieu? Parce qu'on dit qu'il y aura des mesures, j'ai envie de dire, techniques et financières à la rentrée dans le PLFSS, et que la réforme des retraites sera pour plus tard. Elle aura lieu. La réforme des retraites, elle était un engagement de campagne du président de la République. Elle est importante, pourquoi? Parce que, vous le savez, il y a 42 régimes. C'est assez injuste d'un régime à l'autre. Et puis même, c'est injuste dans la vie. Si on a travaillé, par exemple pour les femmes, à temps partiel une partie, puis après à temps plein, ou l'inverse, on n'a pas du tout la même retraite. Selon qu'on est dans un régime et un autre, pour le même euro cotisé, on n'a pas du tout la même retraite. C'est ce à quoi s'attaque Jean-Paul Delevoye avec les partenaires sociaux. Ça fait 18 mois qu'ils discutent pour bien comprendre tout le système, parce que ce n'est pas une petite réforme, c'est une très grande réforme pour pouvoir. Donc elle aura bien lieu, cette réforme. Elle aura lieu, mais c'est normal qu'on prenne le temps et du diagnostic, et de la concertation, et des différentes pistes. Ce n'est pas une réforme qu'on peut faire rapidement. C'est une réforme de fond qui sera faite. Vous reculez parce que vous avez peur de la mobilisation sociale? On recule Laurent pas, Berger de la CFDT disait hier que ça serait très facile de mobiliser contre la réforme des retraites. Alors moi, je comprends ce qu'il veut dire. Et je dirais que c'est pour la même raison que c'est important de la faire et la réussir, parce qu'elle concerne tout le monde. Et je pense que c'est un sujet qui intéresse tout le monde, d'avoir un système demain qui soit plus juste, plus équitable, robuste. Moi, vous savez, l'autre jour, j'étais dans un CFA à Charleville-Mézières. Centre de formation des apprentis. Centre de formation des apprentis, pardon. C'est le 52e que je visite. J'étais avec Jean-Michel Blanquer. Ça m'a fendu le cœur. Il y a une gamine donc on donnait la parole. Il y avait 500 jeunes. La première qui m'adresse la parole, elle avait 18 ans. Elle me dit: est-ce qu'il faudra que je travaille jusqu'à ma mort, ou est-ce qu'il y aura encore un système de retraite quand je serai plus tard? C'est vrai que tous les jeunes se posent la question. Eh bien, elle doit aussi, parmi tout ce qu'on doit léguer à la génération suivante, le climat, etc., il faut vraiment mettre l'accélération. Il faut aussi qu'on ait un système de retraite robuste qui marche, pas pour nous. Nous, il va marcher de toute façon. Là, on est dans un horizon de temps qui est court, mais qui marche aussi pour les générations suivantes. Alors, on va faire de la politique politicienne pour terminer avec la bataille de Paris. La République En Marche va aujourd'hui auditionner les candidats. Alors, il y en a moins qu'il y a quelques jours, mais il y en a encore au moins deux très importants. En tout cas, l'un des deux sans doute va gagner, Cédric Villani et Benjamin Griveaux. Vous avez une préférence pour être candidat à la mairie de Paris? Moi, j'ai une préférence qu'on gagne, parce que je pense qu'il y a tellement à faire à Paris. Il n'y a qu'à demander aux Parisiens, que ce soit propreté, circulation, travaux, vous avez bien, j'ai une vie. Préférence, c'est Édouard Philippe. Et donc, moi, j'ai fait confiance à la Commission nationale de l'investiture, et je soutiendrai celui qui sera retenu, et on l'aidera à faire campagne. Et Édouard Philippe? Il n'en a jamais parlé, donc bon. Il y a une rumeur, vous savez, que pour rumeurs, gagner Paris, comme vous le disiez, qui est une bataille importante pour Emmanuel Macron, il pourrait envoyer son Premier ministre. La politique, c'est le monde express des rumeurs. Merci beaucoup, Muriel Pénicaud, d'avoir été notre invité. On retrouve tout de suite Pascal de la Tour du Pin.